Cet épisode a été tourné dans la coupole d'un observatoire, et le micro nous a lâché avant même l'enregistrement. Nous avons fait le maximum pour corriger la qualité du son, merci à ceux qui m'y ont aidé. Et merci à vous pour votre compréhension. Première leçon d'astronomie, maintenant. Que se dit-on entre astronomes quand on se quitte ? Eh bien, il est d'usage de se souhaiter des nuits photométriques et un excellent seeing. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro, bienvenue aussi à l'Observatoire astronomique de Saint-Véran, où nous sommes depuis quelques jours dans le cadre d'une mission consacrée au Lucky Imaging, c'est-à-dire la photo du ciel profond avec des poses très courtes, finalement assez similaires à ce que l'on fait en planétaire, mais aujourd'hui ça devient de plus en plus possible. Et aujourd'hui, j'aimerais profiter de mes deux acolytes qui sont quand même assez pointus dans la réflexion pour aborder un sujet, à savoir qu'est-ce que c'est que le seeing, et essayer de donner une définition à ce mot que vous entendez chez tous les astronomes amateurs, sans pour autant avoir forcément bien compris les tenants et les aboutissants. Alors, qu'est-ce que c'est que le seeing ? D'où ça provient ? Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit un seeing de 2 secondes d'arc ? Et puis comment essayer d'éviter justement un petit peu les impacts de ce seeing sur vos images en jouant par exemple sur la longueur des poses ou des choses comme ça. Et donc le seeing sur la chaîne Astro avec Anthony Giraud et avec Romain Chauvet, c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors, première question, Anthony et Romain, on mesure le seeing et la FWHM en secondes d'arc, donc on va peut-être commencer par donner 3 définitions. La seconde d'arc, c'est un angle, oui. Donc c'est 1/3600e de degré. C'est ça fait. Voilà, donc là, ça va être clair pour tout le monde, ça nous permet de mesurer par exemple la taille apparente d'un objet dans le ciel, une planète par exemple, la Lune ou autre. Et on se rend compte qu'une seconde d'arc, c'est déjà pas beaucoup. C'est déjà très petit. C'est exactement comme pour le temps, on divise 1 degré en 60 minutes, 1 minute en 60 secondes, on arrive à 3600, tout va bien. Exactement. Ensuite, maintenant, la FWHM. Quelle définition allons-nous donner à cela ? Alors, Quand tu veux. moi je vais y aller. Donc la FWHM, c'est la largeur d'une étoile observée dans un instrument. Et en fait, on la mesure à mi-hauteur, c'est-à-dire qu'on va mesurer cette largeur à l'endroit où l'étoile est à la moitié de sa brillance maximum. Voilà. En général... Il faut raisonner votre image sur votre capteur en 3 dimensions. X, Y, et puis Z, ça va être l'intensité de la luminosité de chacun des pixels. C'est exactement. On va considérer une étoile non saturée. Oui, Donc on ne va pas au maximum de la valeur de la luminosité que peut contenir le fichier. Si elle est saturée, c'est Alors, 256 en 8 bits. Voilà. Si elle est saturée, la mesure est faussée. Exactement. Et donc la largeur à mi-hauteur, on va en fait considérer une Gauss, une courbe de Gauss. Donc certes on est en 2D, mais le plus simple à comprendre c'est quand même la une dimension, mais on peut la calculer en 2D. Ouais, c'est calculé en 2D. Et on va faire la mi-hauteur. C'est ça. Voilà. Donc pour donner un exemple, en général, par exemple, quand on a une caméra, l'étoile va être étalée sur 4 ou 5 pixels, et on va avec un logiciel pouvoir la mesurer, il va nous dire, voilà, elle mesure 4 pixels de large, voilà. Et après, en connaissant son échantillonnage, on peut savoir qu'est-ce que ça donne en secondes d'arc Vis-à-vis du ciel. vis-à-vis du ciel. Donc c'est une valeur, c'est une notion que l'on va retrouver en autoguidage. Le logiciel d'autoguidage va nous donner en temps réel la FWHM de l'étoile guide. Donc ça peut nous donner déjà des petites indications. C'est une donnée que l'on va réutiliser aussi, la FWHM, au final de notre image, de notre photo, mais c'est pas la même chose justement que le seeing. Exactement. Même si on utilise la même unité pour arriver à mesurer. C'est la même unité, mais disons que le seeing, c'est la FWHM qu'on aurait si on n'avait aucun défaut d'instrument, aucune... si notre instrument était infiniment grand, avec une exposition infiniment longue. Voilà, un temps de pause au moins, on peut le résumer à au moins 15 secondes, parce qu'au-delà de 15 secondes, il n'y a plus de variation, donc on va dire au moins 15 secondes. En considérant un suivi parfait, bien sûr. Voilà, avec un suivi parfait. La nature ne suivait pas parfaitement. Pas d'obstruction dans l'instrument. C'est-à-dire que la WHM va de toute
toujours être supérieure au seeing parce qu'elle va être entachée des défauts de notre instrument, de l'obstruction, voilà. Ça peut être aussi de la turbulence locale, c'est-à-dire dans l'instrument, la turbulence instrumentale, voilà. Donc, avant de revenir précisément sur le seeing, on va parler justement des différentes turbulences. Parce qu'en fait, on a plusieurs niveaux de turbulence qui vont s'additionner entre une étoile, enfin une image, on va dire, parfaite, qui aura traversé l'univers jusqu'à nous. Et si on avait un télescope parfait dans l'espace, on aurait des étoiles parfaitement ponctuelles. Le signe est très très bon dans l'espace. Oui, voilà. C'est pour ça qu'on envoie des télescopes spatiaux. Exactement. Mais donc, ça va traverser l'atmosphère, les hautes couches de l'atmosphère, et en particulier le jet stream. Chaque courant d'air et chaque origine du seeing aura des composants. Donc, on peut dire que le seeing est composé d'un ensemble de seeing, ces derniers ayant des fréquences, donc une variation dans leur impact plus ou moins rapide. Les plus rapides sont souvent issus du jet stream, qui est un vent de très grande vitesse et très haute altitude, donc il arrive à bouger très très vite. Il arrive facilement à 150 km/h. Voilà, voire plus même des fois. Et donc mécaniquement, il arrive à provoquer une turbulence très très rapide, qui peut aller jusqu'à 1000-1500 Hz. Sachant que l'on n'arrive même pas à voir à l'œil en fait avec le Non, c'est ça. Non, exactement. Ça c'est impossible de le voir, et c'est lui qui enfarine les images. Quand on parle d'images enfarinées, c'est souvent lui qui le fait, même quand on met des temps d'exposition extrêmement courts. On va juste voir une image plus floue, mais on ne pourra pas voir de la cause directe. Et par contre, en visuel, effectivement, dans certains cas, on arrive à voir une espèce de balayage très très rapide, et puis ensuite des balayages beaucoup plus lents, de façon un peu guimauve. Et on les voit surtout. On les voit bien en planétaire. La moyenne fréquence, c'est ce qui va être à peu près entre 100 Hz et 10 Hz, ce qui va correspondre à des mouvements d'air ascensionnels ou de friction, c'est-à-dire que vous avez un courant d'air qui va dans un sens et un autre dans un autre. Des cisaillants à 1000 mètres, par exemple. Exactement. Et ça va faire de la moyenne fréquence. Ceux-là, on arrive à commencer à les percevoir à l'œil, et c'est souvent ce qu'on appelle le mouvement rapide, parce que l'œil arrive à les voir. Et enfin, il y a le seeing de très basse fréquence, souvent appelé parfois tip-tilt, qui lui est basé, on le voit sur la Lune, c'est souvent les vagues qu'on voit sur la Lune. La Lune, on la voit se décaler. Et c'est l'effet un peu barbecue. Exactement. Voilà. Donc, sur la Lune, c'est très impressionnant parce que c'est toute la surface qui bouge d'un coup. Et on voit sur la totalité de l'image le phénomène. Sur une planète, on a un espèce de guimauve. Elle se décale ou elle change de taille et elle a une côté très élastique. Les planètes rondes se déforment, le rond n'est plus parfait, on a un espèce de... Elle est guimauve. Voilà, et celui-là, on peut l'impacter en réduisant son temps d'exposition assez facilement, vu que ce sont des oscillations de l'ordre de 10 Hz. Exactement. C'est la raison pour laquelle je vous ai invité sous cette coupole, puisqu'il y a 2 ans, ou je crois que c'était il y a 2 ans, j'ai fait des photos notamment de Saturne et de Jupiter et même de Vénus avec ce télescope Ritchey Chrétien 500 mm. Et là, c'était très intéressant. On avait le phénomène de guimauve qui était très violent, mais par contre, la partie seeing donc de plus haute fréquence était plutôt assez modérée. Ce qui fait que dans l'intégration finale, on sentait qu'elle était nette même si elle se déformait. Et dans l'intégration totale de l'image, avec en plus de ça AutoStacker qui permet justement de compenser beaucoup l'effet de guimauve, eh bien, j'ai réussi à sortir une Saturne surtout qui était assez belle avec la division de Encke, qui est quand même pas forcément très très facile à trouver. Il faut garder à l'esprit que le piqué est surtout affecté par le signe de haute fréquence. Là où l'effet de déformation va plus provoquer des problèmes de reconnaissance dans AutoStacker de quelle zone était quelle zone. Parce qu'elles subissent des compressions et des décompressions assez conséquentes qui peut gêner le système d'AP pour dire que ça c'était là avant. C'est ça qu'il faut faire varier la taille des AP en fonction de la violence de l'effet de guimauve. Mais si l'effet de basse fréquence et de moyenne fréquence devient trop grand, il n'arrivera pas à s'en sortir. Et ça peut poser même des problèmes où il y a des zones qui vont se superposer. Et là, il n'y a pas vraiment de solution. En ciel profond, c'est un peu la même chose parce que ce que fait AutoStacker avec des AP, Cyril le fait en détectant beaucoup d'étoiles. Voilà. Et si on a une concentration d'étoiles suffisante, on va aussi pouvoir déformer ce signe basse fréquence de manière à reconstituer une image. C'est la théorie. Voilà, c'est ça. Alors que le signe haute fréquence, c'est de toute façon, voilà. On peut pas lutter contre. Disons, on va dire que le signe de basse fréquence, on peut le soigner à la fois avec les matrices de déformation, qui vont permettre de remettre les choses à leur place. Du moment qu'on est capable de dire où était leur place, donc dans le ciel profond, c'est l'étoile de référence qui va le servir, et dans les planètes, c'est la fameuse image qu'on choisit de référence, qui va permettre de dire ce cratère il était là, il doit être là, et on choisit en général l'image qui a subi le moins de déformation. C'est vrai qu'AutoStacker
propose maintenant une option de faire 2 niveaux, c'est-à-dire faire une première intégration pour avoir une image de référence, et ensuite d'utiliser cette image comme deuxième image de référence. Le double stack a pour but de réduire l'impact de l'image qu'on choisit sur l'image de fin. Exactement. C'est-à-dire qu'en général, l'image de fin, on la juge comme étant la moins pire ou la mieux positionnée. Dans le ciel profond, certains prennent même les images de référence du ciel. Ça arrive. Parce que sur base, sur les bases de l'astrométrie. Le DDS, c'est ça, c'est des DSS. Le SDSS de DSS. Dans le planétaire, on va prendre une image qu'on juge assez bonne, et quand il va l'intégrer sur cette base, ça va permettre de dire où et quoi, mais la moyenne va faire que les objets vont trouver une nouvelle position. Et cette image qui est produite lors de la première itération va servir pour la deuxième itération d'image de référence. Pour réduire le basse fréquence, on peut aussi diminuer les temps d'exposition. Ce qui est vrai en planétaire, parce qu'on peut descendre à des temps de l'ordre de 5 à 20 millisecondes. En ciel profond, hélas, on n'a pas cette solution-là. Ça dépend de l'objet. Sur des objets très brillants comme des nébuleuses planétaires, on peut commencer à attaquer. Sur les objets moins lumineux, il faut vraiment un signe basse fréquence vraiment lent, ce qui peut arriver, mais pour vraiment pouvoir s'en affranchir. Voilà, alors, de l'ensemble de l'addition de ces effets de signe, on additionnera, j'aurais tendance à dire aussi, une turbulence vraiment locale aussi sur laquelle on se trouve. Si vous êtes sur une dalle de béton qui a chauffé pendant toute la journée, vous posez votre télescope à la nuit tombée, la dalle de béton va restituer sa chaleur, ça va faire des cellules convectives supplémentaires. C'est souvent de la basse fréquence, ça. Voilà, ce sera souvent de la basse fréquence. Si vous êtes sur un immeuble avec des bardages en noir, comme la bonne idée de mon fameux balcon le plus connu du YouTube Game, c'est catastrophique aussi. La hauteur de l'instrument joue énormément, ça a été démontré ici clairement par Christian Viladrich. Toi, tu l'as vu aussi chez toi. Moi, je l'ai constaté suite à un retour qui avait été fait. J'ai mis mon instrument à 1 mètre de haut, je l'ai mis à 2 mètres de haut, et globalement, dans la même soirée, sauf s'il avait vraiment bougé, mais en tout cas, c'était bien. Il y a un gain très significatif. C'est à cause de ce qu'on appelle l'effet de sol, c'est-à-dire que les masses d'air vont être beaucoup moins mobiles au sol. Soit elles sont moins mobiles, et puis il y a des cellules ça se met. C'est vrai qu'en journée, pour du solaire, c'est encore pire, parce que le soleil chauffe le sol et du coup, ça fait encore. C'est véritablement catastrophique. Il y a aussi la turbulence qui peut être, comme ici, sous une coupole, ça génère aussi des turbulences propres. Beaucoup de vent qui rentre dans la coupole, qui tourne, etc. Et la turbulence instrumentale, qui est d'autant plus la chaleur de l'instrument. Et qui varie selon les instruments. C'est-à-dire que les instruments optiques ouverts vont plutôt avoir ça sur la lame d'air qui est proche du primaire. Ouais. Inversement, dans les cheminées de casse-grains, c'est quelque chose qui se passe dans l'entièreté du tube et qui crée des cheminées très très visibles. Enfin, tu les as sur un Newton aussi, parce que tu as l'air froid qui descend par le bas, qui est au contact du miroir qui va restituer sa chaleur et ça va remonter comme ça. Oui, mais sur les tubes fermés, oui, sur les tubes ouverts, exactement. Beaucoup moins. C'est pour ça que moi, quand je fais du planétaire en les points 400 ou 200, je les ouvre. Mais sur un chemin de casse-grain, tu le vois littéralement, une cheminée se dessiner au sens strict du terme. Et tu la vois sans difficulté. Et il faut parfois plus d'une heure pour qu'elle disparaisse. Alors justement, pour se convaincre de ça, il suffit d'observer une étoile brillante ou même Jupiter, alors sans l'oculaire, en regardant en fait finalement, en se mettant au point focal et on voit tout le miroir illuminé. Et là, on voit effectivement tous les mouvements convectifs. Placez votre main devant, vous verrez des flammes sortir des mains. C'est très impressionnant. Tu peux le voir aussi dans la vue intra. Oui, intra-extrafocal. Dans l'intra-extrafocal, c'est très très flagrant. Donc on garde l'oculaire, on défocalise un peu, ou on va dans un sens ou dans l'autre, et on verra effectivement ce phénomène. Et c'est très très flagrant, et justement sur les chemins de casse-grain, quand t'es en intra ou en extra assez conséquent, tu as vraiment le donut qui est brouillé par le signe. Donc en gros, on voit plus ou moins les anneaux d'interféro, on les voit plus ou moins. Si on les voit bien, c'est bien dessiné, c'est qu'on n'est pas tellement de turbulence instrumentale. Si on fait l'hypothèse que l'instrument est bien réglé. Mais si l'instrument est bien réglé, on doit avoir ces anneaux-là, qui sont de plus en plus serrés, jusqu'au milieu du centre du donut, puis après sur les étages. Donc on a les deux traits noirs qui doivent être très dessinés. Et quand on a un signe, ces anneaux commencent à se superposer, à se manger les uns les autres. Et les effets instrumentaux dans les chemins de casse-grain fait que à la verticale de l'instrument, il y a une zone où il n'y a plus de cercle, il y a littéralement une cheminée. C'est pour ça que ça s'appelle une cheminée, parce que ça fait carrément une colonne très très claire sur l'instrument. Alors, il existe des instruments spéciaux pour mesurer le signe. Néanmoins, on peut déjà se faire une idée simplement en regardant les étoiles. Parce que les étoiles scintillent. Voilà. En fait, les étoiles scintillent, c'est une preuve d'un mauvais signe. Oui, alors il faut quand même faire attention parce que notre œil voit justement des fréquences jusque l'ordre de 30 Hz, 40 Hz si on est vraiment. Mais s'il y a uniquement du signe haute fréquence, on peut très bien ne pas voir les étoiles scintiller, tout simplement parce qu'elles scintillent trop vite.
et il y aura quand même un mauvais Il n'y signe. en aura pas des effets quand même un petit peu chromatiques? Parce que aussi dans le scintillement, il peut y avoir des effets chromatiques. Oui, mais c'est pareil, ces effets, je Là, pense il que... pourra pas, voilà. l'autre fréquence, Voilà. l'autre fréquence, c'est incapable de le voir pour la simple raison, c'est que notre œil voit jusqu'à peu près 20 à 30 images par seconde, et que globalement, on parle de fréquence, quand on parle de signaux de fréquence, de l'ordre supérieur à 100 Hz, donc techniquement, soit tu vois ta télé haute fréquence scintiller, mais c'est pas le cas. Après, c'est vrai que bon, il y a aussi d'autres phénomènes qu'on peut observer météorologiquement qui peuvent nous faire dire ah là ça va être bon ce soir, là ça va être mauvais. Typiquement, quand il y a une inversion thermique, c'est-à-dire le moment où la température le soir qui monte, et ben, elle va commencer à descendre, ou le matin elle descend, elle va commencer à remonter. Ces moments-là vont créer des couches d'inversion qui vont stabiliser souvent l'atmosphère. Voilà. Et elle dure que 5 à 10 minutes. Voilà, ça dure pas très longtemps, mais c'est souvent ce moment-là pour Les les planétaires, ça peut être Voilà. monstrueux. Moi, j'ai eu la chance des fois de regarder Jupiter à ce moment précis. Tu vois quelque chose que tu as vu qu'en photo, Voilà. en visuel, Ouais. t'appelles un pote pour le voir, et c'est Voilà. Autre chose, typiquement quand il y a de la brume, alors évidemment le ciel est moins bon, mais c'est souvent synonyme aussi de stabilité, donc voilà, même s'il y a moins de transparence pour le planétaire, c'est ce qui nous est arrivé d'ailleurs avant-hier, même si on avait une transparence très faible pour Jupiter, il n'en reste pas moins qu'elle était quand même bien définie. La preuve, 2 jours avant, on avait une transparence, Voilà. mais un signe de très haute fréquence énorme, Voilà. et on arrivait à rien avoir de net. Voilà. Les satellites étaient énormes et bougeaient de manière constante. La pollution atmosphérique, Ouais. en particulier dans les villes, peut-elle avoir un impact sur le signe? C'est plus les Ça va bâtiments, créer de la diffusion. quand même. c'est plus les bâtiments mal isolés, et Oui, ça sera la turbulence locale. Ouais. voilà, et tout ce qui perturbe les masses d'air, c'est-à-dire que quand tu as un grand bâtiment qui a un courant d'air laminaire, quand il va se cogner dessus, il va arrêter d'être laminaire. Or, nous, pour avoir un bon signe, il faut du laminaire. Nous, on adore le laminaire. Par exemple, en ce qui concerne la région parisienne, en général, dans le bassin parisien, l'air est très pollué quand les masses d'air sont stables. Ce qui fait que finalement, c'est quand on a un pic de pollution de l'air que certains planéteux vont avoir les meilleures images parce que l'un est corrélé avec l'autre en fait. C'est moins de mouvement d'air, ça signifie moins de... Il y a les limites, les villes, quelquefois, font un effet bulle. C'est ça. Alors, c'est ça aussi, c'est un effet de cheminée uniforme, c'est-à-dire que les villes sont toujours quelques degrés au-dessus de la température, et tu peux avoir des effets de cheminée stable qui se font. Et donc, à ce moment-là, si tu es bien aligné et que tout va bien, ça va bien se passer. Mais c'est aussi pour ça que c'est assez injuste. Tu peux avoir des balcons à Paris qui donnent de très très bonnes images, et d'autres balcons qui n'auront jamais aucune bonne image. Et ça dépend de tes voisins proches, de tes couloirs aériens, de plein de petites choses que tu maîtrises pas forcément. Et qui sont très dures à deviner, parce que techniquement, ça se mesure pas. Ça. Donc, je pense que concrètement, j'espère que même si c'est un petit peu sous la forme plus d'une table ouverte finalement comme épisode, ça vous donnera des éléments de compréhension un petit peu. On pourra résumer que c'est le signe qui décide de ce que vous allez pouvoir faire. Il y a des soirs où le signe n'est pas là. Il y a des soirs où le signe est là et on va pouvoir aller taper justement sur des temps de pause un peu plus longs, notamment pour le ciel profond. Ça, c'est toi ce que tu fais, Romain. Un autre truc qu'on a oublié qui est quand même très important, plus l'instrument a un grand diamètre, plus on paye cher le signe. Voilà. C'est-à-dire que si vous avez un petit instrument de 60 mm, le signe vous impactera de manière en ordre de grandeur moins que si vous avez un 500 mm. Et ça, c'est... Une nuit, on va pouvoir exploiter un 500 à son plein potentiel, on va en avoir une par an, alors que pour une lunette de 60, c'est quasiment toutes les nuits. Et ça, c'est lié au signe et au fait que l'un est paye plus cher le signe. Et c'est lié à la taille des cellules convectives, finalement, dans les remous de l'atmosphère. Et la capacité de l'instrument à être de prendre plus de cellules et donc d'être beaucoup plus perturbé. Il ne faut pas oublier que le but le signe abîme le front d'onde de l'étoile et que plus vous avez un instrument grand, c'est comme quand on regarde une piscine en fait. Si on la regarde localement, si on la regarde en train de bouillonner, voilà. C'est-à-dire que tu as plein de cellules convectives, tu n'arrives pas à voir vraiment ce qu'il y a dessous. Par contre, si tu te rapproches et que tu regardes juste par une toute petite zone locale, tu arrives beaucoup mieux à voir à travers. Moi j'ai eu le cas, on avait fait un live sur la chaîne d'ailleurs, j'avais commencé à faire du calcium avec le 200, qui pourtant n'est pas mauvais en planétaire, je pense l'avoir démontré. Et l'image, elle était regardable, mais elle était franchement en deçà de ce qu'on est en droit d'attendre d'un 200, par exemple en ciel profond, en lumière et autres. Et derrière, j'ai pris la 61 EDPH, toujours en calcium, avec le même filtre, globalement le même rapport FD, etc.
Et là, la qualité de l'image était nettement supérieure sur la 61 Et mm, parce qu'elle était en dessous des cellules convectives. Et encore une autre chose, c'est que dans ton calcium, tu es plutôt haut en longueur d'onde. Des courtes longueurs d'onde. C'est vraiment plus vers le violet. Oui, c'est ça. T'as 396 tout à fait. Vers l'ultraviolet, pour Voilà. l'ordre de sens dépend quand même les gens mettent les échelles. Mais dans l'ultraviolet, on paye beaucoup plus cher le signe, Exactement. avec un petit facteur, une petite puissance bonus. Et c'est pour ça que quand le signe est très très mauvais, on se rabat dans l'IR. Infrarouge. Dans l'infrarouge. Voilà. Et Si vous faites du LRGB par exemple, avec des filtres, voilà. Quand le signe est mauvais, on va plutôt faire les couches rouges, et quand le signe est bon, on va aller faire les couches Le bleues. en planétaire, ceux qui font du planétaire savent très bien qu'avoir une image rouge très bonne, c'est relativement souvent, alors qu'une image bleue très bonne, C'est très bien. c'est là. c'est pour ça qu'en lunaire, quand tu veux sortir du détail, tu dois monter en longueur d'onde, mais que le signe rigole d'autant plus. Il faut trouver le bon compromis. Voilà. Ceux qui font du lunaire, ils ont la chance d'avoir une cible qui est quasiment monochrome. Spectre complet. Donc on peut choisir son filtre et finalement prendre Le plus souvent, on tape rouge, Voilà. et puis quand c'est bon, on va essayer Quand c'est bon, on va aller vers les bleus pour gagner du C'est bien celle que j'ai fait avec la 76 en continuum, donc en vert. Ouais, 549. Elle était très très piquée. Ce soir-là, ça s'est bien passé. Elle était équivalente au rouge dans le C11, ironiquement. Voilà. Ok. Je voudrais quand même faire une dernière remarque. Donc, on a bien vu la différence entre le seeing, qui est quelque chose d'absolu, et la FWHM, qui est quelque chose qu'on mesure dans notre instrument. Il n'en reste pas moins qu'on peut quand même faire ses propres mesures tous les soirs de notre FWHM, qui va quand même nous donner une bonne indication. Ça donne une indication, mais c'est pas le signe absolu. C'est pas le signe absolu, mais ça va pouvoir permettre de nous dire cette nuit-là était meilleure que celle d'avant. Et comparer de nuit, c'est ça. Comparer de nuit en nuit pour se dire aujourd'hui c'est très bien. Voilà. Connaître son instrument vis-à-vis du signe réel. À partir du moment où l'instrument est bien réglé, reste toujours bien réglé, on va pouvoir avoir une comparaison uniforme dans ses déformations imposées à l'image. On va pouvoir avoir une comparaison, on va dire, bien. Et de là, ça vous permet avec le temps de pouvoir juger si vous êtes plus dans un soir rouge ou dans un soir où on va explorer le bleu. Un soir on va chercher le détail ou un soir on va faire un coup de bleu. Voilà. Bon, merci beaucoup. Donc vous avez bien compris, Anthony parlait plutôt par rapport à l'expérience en planétaire, Romain parlait plus dans l'expérience en ciel profond. C'est ça. Et donc, bientôt vous aurez des épisodes aussi avec Romain pour parler justement de ce qu'on appelle le Lucky Imaging en ciel profond. Pratique que tu fais déjà depuis quelques années, au départ avec un 150 et maintenant avec un 560, avec des résultats absolument fabuleux. Merci à tous les deux pour votre participation à cet épisode. J'espère qu'on aura réussi à vous éclairer un petit peu sur ce que c'est que le signe et aussi vous aider à ne pas avoir de mauvaise compréhension tout en étant bienveillant vis-à-vis de ceux qui quelquefois parlent un petit peu abusivement en disant j'ai eu un signe de temps en se basant sur la FWHM de leur photo. N'hésitez pas à partager cet épisode de vous, à vous abonner, à aller suivre bien évidemment les travaux des uns et des autres. Anthony, vous le retrouverez sur le Discord de la communauté Astro, Romain sous le nom de ROCH, Roche, sur Astrobin, Astrosurf et WebAstro. Et puis tu partages aussi sur Facebook, Romain Chauvet, Astrophotographie. Absolument. Tous les liens seront dans la description et on vous dit à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci. Au revoir. Au revoir.